Bonsoir a tous et toutes. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi. Je me présente, je suis Arola Urdangarin, directrice de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre. Donc nous sommes ici dans la dernière table ronde de la journée et je suis très bien entourée par mes collègues. Et nous allons aborder du coup cette dernière question à la journée par rapport à la coopération transfrontalière à l'Eurorégion et surtout un peu les différences du prix unique du livre entre eux et les deux côtés de la frontière, donc surtout entre nos trois territoires, mais les enjeux entre la France et l'Espagne par rapport au prix unique du livre. Donc je suis accompagnée par Alain Beg, qui est universitaire et organisateur du Festival de BD des langues espagnoles Viñetas. Donc il pourra nous apporter une vision, je pense, très claire du prix unique du livre et de la loi du livre en Espagne. Par Esther Merino, qui est des éditions Les Monédières et basée à Limoges. Et par Peyo Dual, donc des éditions Elcar, gérant de la librairie Elcar à Bayonne, qui pourra nous apporter cette vision un peu transfrontalière, étant donné que c'est une maison d'édition de l'autre côté de la frontière, donc d'Euskadi, mais qui a aussi cette siège à Bayonne, dont il pourra nous en parler. Donc, et évidemment, on est ouverte à des questions et à des remarques parmi le public. Donc voilà. Donc pour commencer, donc on sait je pense vous avez beaucoup parlé du prix unique du livre pendant la journée. Et donc ces prix uniques du livre, ils nous donnent un peu l'occasion d'étudier les champs économiques du livre aussi avec une vision et pouvoir cadrer les spécificités qu'on a dans différents territoires, surtout dans des territoires qui sont encadrés par des lois différentes, comme c'est notre cas maintenant entre la France et l'Espagne. Et donc je pense que ma première question à nos collègues, je pense qu'on peut commencer par vous, Alain. C'est un peu, je pense que vous connaissez bien la loi française et les prix uniques du livre français. Donc on va un peu se pencher sur cette loi espagnole et un peu si vous pouvez nous expliquer quels sont les principaux objectifs de cette loi du livre en Espagne, les différences avec le prix unique du livre en France et un peu tout ce que vous pouvez nous dire d'intéressant par rapport à ces deux territoires. Alors vous m'entendez bien ? Oui. Donc c'est une large question, donc je veux pas. Et comme je ne suis pas en fait spécialiste véritablement de la question, je suis principalement ce qui m'intéresse, ce sont les effets ou les aspects culturels en fait de la loi, de la loi du prix unique ou les différentes lois établies en Espagne, que ce soit dans la pédagogique par le ministère de l'Éducation espagnol ou le ministère de la Culture espagnol. Et celui de l'industrie, parce que les trois sont liés. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont ces aspects sociétaux, en fait, ce que cela apporte. Donc, dans le prolongement de la Constitution de 1978, ce qui est important lorsque, pour le XXIe siècle, a été réélaborée la loi dans sa publication de 2007, mais c'est une loi de 2006, donc la loi du livre, de la lecture et des bibliothèques, c'était de prendre en considération également les éléments nouveaux, donc numériques, dans le prolongement de ce qui était fait sur le livre comme support de lecture individuelle et voir ce que cela apportait aux citoyens. Donc on ne prenait plus uniquement le lecteur en considération dans son individualité et je dirais seul, mais on voulait l'intégrer dans la société. Et donc ce sont ces éléments-là qui étaient importants. Donc, en termes de cohabitation, en termes de développement individuel de l'étudiant, de la personne. Donc, quand je dis étudiant, c'est un lapsus parce que ça prenait aussi en considération les éléments pédagogiques et tout ce qui devait entrer en ligne de compte dans la promotion du livre, dans la promotion de la culture. Donc, ce sont ces aspects-là qui m'intéressaient. Donc, c'était de mettre véritablement, de faire du citoyen, de créer une nouvelle société de la connaissance. Donc c'est ça qui était intéressant en 2006 en Espagne, de mettre en évidence la cohabitation
Ensuite, dans l'application des lois et dans différents aspects qui ont été mis en valeur, tout à l'heure on parlait de différences. Si je peux parler de principales différences ou d'aspects qui sont peut-être les plus saillants, les plus visibles, cela relèverait par exemple, on venait d'en parler, un aspect principal, ce serait un élément qui est pris en compte dans la loi française, mais qui n'est pas pris dans la loi, enfin qui est moins pris dans la loi espagnole, c'est celui des livres scolaires, par exemple, des livres de texte, qui sont plus libres en Espagne, de par cette habitude du commerce de proximité, de la défense du commerce de proximité, et on en parlait tout à l'heure avec Peyo et avec ma collègue dans ces différents aspects-là. Alors, je ne veux pas faire un laïus et une grande présentation des lois, je vais m'arrêter là. Moi, ce qui m'intéressait, ce sont ces aspects de citoyenneté, de mettre le citoyen au cœur, de prendre en considération. Cela impliquait l'école, les bibliothèques, et également, bien évidemment, les différents aspects professionnels du livre, je veux dire, donc du commerce, etc., qui, moi, sont curieusement ceux que j'ai mis de côté pour me concentrer sur les aspects bibliothécaires et du livre concrètement. Donc voilà. Mais bon, je vais laisser mes collègues prendre la parole et ensuite on verra également par la suite. Oui, deux, trois choses en réponse un peu, ou en complément plutôt. C'est que peut-être aussi que, enfin, c'est pas tellement au niveau de la loi, à mon avis, qu'il y a la différence par rapport au scolaire, c'est que c'est les habitudes qui sont différentes. C'est-à-dire que là-bas, ils sont, comme on vient de le dire, ils sont très attachés au commerce local. Les grandes surfaces, les grandes existe, mais il n'y a pas ce phénomène de grandes zones autour d'une grande surface, ça fait plein de magasins autour. Il n'y a pas ça trop, enfin, jusqu'à présent. Hein. Et donc, et puis surtout par rapport aux livres scolaires, les parents font le travail d'aller chercher les livres, leurs listes, etc. Et ce qui fait que le scolaire, c'est 30% en moyenne de chiffre d'affaires pour une librairie indépendante. Même pour les petites librairies, ça peut aller jusqu'à 60%. Ce qui veut dire que le fait que le prix soit libre et que Amazon, pour ne pas le nommer, soit très agressif à ce niveau-là, ça met en danger quand même beaucoup la librairie en Espagne aujourd'hui. Voilà. Il y a une grosse... dernièrement, on entend parler. Et puis en plus, le numérique qui rajoute de la difficulté parce qu'il y a de moins en moins de ventes de papier, puisqu'il y a de plus en plus de supports numériques dans les établissements scolaires en Espagne. En Pays Basque, en Euskadi, c'est même, je crois, une volonté de faire 100% dans les prochaines années. Donc, ça ajoute de la difficulté aussi aux librairies indépendantes. Je vais juste être un peu redondante, mais résumons la différence en fait entre la langue en Espagne et la langue en France, c'est qu'en Espagne, les livres scolaires ils sont sortis de la loi parce qu'elle existait depuis 1975. Elle avait été créée en 1975 et il y a eu une réforme, je crois que c'était 2017. Bref. 2006, mais oui, voilà. C'est le boy de 2007. C'est ça. Et du coup, c'est ce qui fait, à mon sens, la grande différence. Sinon, c'est plus ou moins la même chose. Et par rapport aux habitudes des consommateurs, on va dire, c'est parce qu'en Espagne, c'est pas les collèges, les écoles et les lycées, ils distribuent pas les livres. En fait, c'est aux parents de se procurer les livrets scolaires. Maintenant, ça commence un tout petit peu à changer, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à la dernière réforme en fait, qui s'est faite là-bas, c'était ça, on allait avec, nous on recevait les listes scolaires et puis on les commandait. Dans mon cas et dans mon entourage, c'est ce qui s'est passé, c'est on allait à la librairie du coin, c'est ce qu'il disait Peyo, et beaucoup moins sur Internet, ou enfin à l'époque déjà ça n'existait pas. Bref, voilà, donc c'est la grande différence pour moi, elle est là. Oui, tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose? Sûr? D'accord. Donc, on va, je pense, passer au deuxième sujet plus concrètement sur la chaîne de valeur du livre aussi, les différences ou voilà, les différentes similitudes qu'on peut avoir entre la chaîne de valeur du livre en France et en Espagne. Et je ne sais pas si, voilà, si vous pouvez nous expliquer un peu si cette chaîne de valeur livre est organisé ou est découpé comme en France, en Espagne, et aussi il y a des différences significatives qui peuvent vraiment faire
changer cette chaîne de valeur et avoir des vraies différences entre les deux pays frontaliers. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il y a, ne serait-ce qu'en 2008, avant la crise des subprimes, il y avait vraiment un éclatement du marché du livre, beaucoup de distributeurs locaux, et ce qui d'ailleurs présentait pas mal de difficultés pour les maisons d'édition qui devaient faire des tirages importants pour envoyer tant de quantités en Galice, tant de quantités en Andalousie. Donc il y avait vraiment un marché du livre qui était très déconcentré, enfin très dispersé, quoi. Et ça, après la crise de 2008, il y a eu une vraie réflexion entre les éditeurs espagnols, surtout les madrilènes, hein, mais en disant là, ça suffit, il faut concentrer. Et d'ailleurs, depuis 12-13 ans, il y a eu beaucoup de rachats entre les uns et les autres. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire que le marché de la distribution du livre soit identique à celui de la France, mais il s'en rapproche, puisqu'il se concentre de plus en plus, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'acteurs qu'avant. Il y avait une vingtaine d'acteurs il y a 12 ans, 15 ans. Aujourd'hui, il y a un gros distributeur qui appartient au groupe Planeta, qui s'appelle Lorista. Lorista, qui ne distribue que les produits du groupe Planeta, qui est un très gros groupe éditorial. Je le dis en espagnol, excusez-moi. Ensuite, il y a 3 très gros distributeurs qui sont restés, en vie, entre guillemets, entre les achats et les rachats des uns et des autres. Un qui s'appelle Arnoia, qui est en Galice, un qui s'appelle Aceta, qui est en Andalousie, et Elcar, dont je fais partie, donc, qui est un groupe un peu atypique, sans rentrer dans les détails, mais bon, qui est très atypique, et qui est aujourd'hui le leader en Espagne du commerce du livre. Mais ça peut changer aussi parce qu'il y a encore quelques distributeurs, des petits distributeurs qui existent, et avec les rachats des uns et des autres, les équilibres peuvent changer, mais aujourd'hui, Elcar est leader en Espagne. Et donc, comme je disais, il y a des petits distributeurs qui existent encore, mais qui travaillent très souvent, non pas en direct avec les maisons d'édition, mais avec Elcar, Arnoia ou Aceta, ou alors avec Lorista, si c'est pour distribuer des produits de Planeta. Voilà, grosso modo pour la distribution, ce que je pouvais dire. Ce phénomène s'est vu aussi dans le monde éditorial, je veux dire les maisons d'édition elles-mêmes, où il y a eu de grands regroupements, les grands groupes sont encore Planeta, Random Penguin House, et puis vous avez comme ça des grands groupes. Et si je parle du monde de la bande dessinée, qui est celui qui m'intéresse, on retrouve les mêmes distributeurs. Même si, grosso modo, c'est la Catalogne qui produit le plus de bandes dessinées en Espagne, Madrid un petit peu, et ensuite, après, il y a les petites maisons d'édition les petites publications de bandes dessinées, enfin de présence de bandes dessinées chez les éditeurs. Mais il y a eu le même phénomène de regroupement et parfois de perte d'identité assez clair dans les maisons d'édition en Espagne. Mais pour retrouver des grands noms et à l'intérieur, parfois même certains chercheurs ou certaines personnes qui voulaient s'adresser à une maison d'édition se rendent compte que derrière, tout a changé et que ce n'est plus les mêmes valeurs non plus qui étaient celles de la maison d'édition initiale, tout a été changé. Mais ce regroupement, on le retrouve. Le livre dans le monde du livre, et puis juste pour ramener à la bande dessinée, on a une évolution assez forte en fait. On a une évolution assez forte. En France, la bande dessinée, c'est 8%, en règle générale. En Espagne, on est encore à 3%. Il y a environ 5000 titres à chaque fois, tous les ans, qui sont publiés en France, contre 3000 en Espagne. Mais ça monte de façon exponentielle. Et on retrouve en fait une redistribution ensuite dans la production de façon un peu plus équilibrée, et je dirais même un peu plus européenne. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant. Tout à l'heure, on avait une discussion sur quand on parlait des livres de texte, des livres scolaires et de leur achat, de l'importance de plus en plus grande d'Amazon pour les ménages, même si culturellement, ils sont encore très attachés au commerce de proximité, beaucoup plus qu'ici, parce qu'il n'y a pas non plus ce phénomène de dispersion ou de regroupement des commerces à l'extérieur des grandes villes, par exemple,
c'est un phénomène que l'on retrouve évidemment dans les grandes métropoles, mais finalement, même dans les grandes métropoles, on retrouve, moi j'ai toujours un grand plaisir à retrouver la petite quincaillerie très bien fournie dans les quartiers, dans tous les différents quartiers en Espagne, dans les villes espagnoles. Bien, pour revenir à la production des livres, on a une réorientation, et si, pour reprendre l'exemple du livre scolaire, c'est 34% de la production du livre en 2021, par exemple. Donc ça a un poids vraiment très très fort. En deuxième point, c'est la littérature, donc 21%, livres de jeunesse 13%. Donc il y a ce rééquilibrage, même si on n'a pas les autres données, même si je ne peux pas vous donner de façon précise les différentes informations européennes, ils ont tendance à être de plus en plus européens en fait. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Il y a un phénomène qui est assez intéressant. Il n'y a pas très longtemps, il y avait Iván García del Blanco, qui est député européen, qui fait partie du conseil, du groupe sur la culture, et on parlait justement du secteur de la bande dessinée et de la création d'un secteur de la bande dessinée en Espagne et d'un projet non de loi, comme on dit, propuesta no de ley, concernant le livre justement en Espagne, et dans ce projet de loi qui a été soumis au Parlement espagnol il n'y a pas très longtemps, en octobre, donc de prendre en considération les considérations sociales et artistique des auteurs. Donc on essaye de créer un secteur de la bande dessinée. Enfin, je tire un petit peu la couverture à moi en parlant de la bande dessinée, parce que c'est ce qui m'intéresse en ce moment. Mais grosso modo, pour dire que d'un point de vue européen, on essaye de mettre en place, pour contrer aussi les politiques agressives d'Amazon par exemple, on essaye de mettre en place dans les différents Parlement ensuite des règles qui sont d'une part de bon sens, mais qui sont aussi communes pour renforcer les différents secteurs du livre. Je vous ai parlé de la bande dessinée, mais c'est renforcer les secteurs du livre en particulier. En ce qui concerne, par exemple, je vais encore une fois parler de la bande dessinée. Pour ce qui est de la bande dessinée, les différents points qui ont été mis en avant, par exemple, pour mettre en avant le livre espagnol, ça a été, dans un premier temps, d'utiliser la bande dessinée, comme cela est fait en France par exemple. Moi, dans mon domaine, dans les études hispaniques, même si je travaille sur la poésie espagnole des 16e et 17e siècles, la bande dessinée est utilisée comme moyen pédagogique, souvent comme premier moyen aussi de lecture. Donc en fait, c'est favoriser cela comme moyen d'accès à la lecture, donc l'acquisition au savoir en règle générale. C'est l'un des premiers points de la loi de 2006 en Espagne. C'est comme toutes les lois, et même si vous prenez les projets les lois organiques d'éducation en Espagne, tout part de bon sens et de créer finalement des citoyens autonomes. Pour créer ces citoyens autonomes, finalement, on a l'utilisation de différents moyens, et en particulier le livre, bien évidemment, et le livre en question, l'un des moyens, c'est l'éducation. Ensuite, l'utilisation des différents réseaux larges du monde hispanique, parce qu'il y a quand même 500 millions de personnes qui parlent espagnol. Donc non seulement utiliser l'Espagne, mais également utiliser les différents pays, les différents moyens. Pour cela, développer les outils numériques. Donc pour pouvoir, par exemple, si on voit le monde anglo-saxon, télécharger vous avez des applications Marvel par exemple pour lire la bande dessinée Marvel, pareil, créer des outils numériques pour que les maisons d'édition espagnoles aussi puissent avoir leurs outils compétitifs et puissent finalement utiliser ce marché qui est assez grand de langue hispanophone. Vous avez donc cela, le réseau de bibliothèques également, qui est très important. La bibliothèque, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'un point de vue culturel, c'est un élément qui est fondamental, enfin en tout cas, qui est profondément ancré dans la culture espagnole. Donc la bibliothèque est omniprésente. Il y a toujours, de toute façon, ça m'a toujours très agréablement intéressé de voir que dans chaque petit village, vous avez comme point fort la bibliothèque, la maison des personnes âgées, et vous avez le Centro Salud, bien évidemment, donc le centre de santé, etc. Donc vous avez des éléments comme ça qui garantissent l'unification du territoire, qui sont fondamentaux. Et le livre en est un. Donc le livre est un élément qui permet à l'individu d'acquérir, d'atteindre un certain degré d'autonomie que, personnellement, si je peux le dire en tant qu'enseignant, cette fois-ci en tant que chercheur, que je le vois
dans le traitement des étudiants, dans le comportement des étudiants, dans le rapport par rapport à l'autre des étudiants. Un étudiant espagnol ou un étudiant allemand, un étudiant français, quand ils sont ici, par exemple, à l'université, ils ont des comportements totalement différents. Je ne dis pas que tout relève, tout s'appuie sur le livre, mais en tout cas, le traitement de l'autonomie d'étudiant ou de l'individu dans la société et son rôle dans la société, il est totalement... en tout cas, moi, je trouve que ça marche très très bien pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour d'autres pays, si je compare avec d'autres pays, tels que la France ou le système anglo-saxon, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que les objectifs que l'Espagne ont développés, ou en tout cas ont intégrés dans cette loi de 2006, de la loi du livre, de la lecture et des bibliothèques, a quand même fonctionne assez bien, fonctionne très bien, de mon point de vue. Voilà. Pour rebondir un peu tout ça et pour reprendre un petit peu à la fois le livre scolaire et pour parler finalement de l'importance de la lecture qui est finalement la société. Voilà. Et comme disait, il y avait les centres de santé, mais il y a aussi les centres culturels. Exactement. En fait, moi, ce que je constate, c'est que partout en Europe, je ne sais pas, mais entre l'Espagne et la France, ça tend à venir au même système, en fait, à se standardiser un peu. Il y a peut-être une différence que moi je me remarque, c'est au niveau de la production. En Espagne, on trouve beaucoup de livres et maintenant, on devient les trouver de moins en moins. Donc c'est pour ça que je dis que ça vient à se standardiser un peu avec le reste de l'Europe. Les couvertures durent, en fait, à des prix 20 €. Oui, voilà, c'est la rayure. Et ça, c'est des choses qui avant étaient, moi quand j'achetais des livres, c'était tous avec une couverture dure. Et maintenant, on a plus les choix, voire ça commence à devenir comme en France, si on achète une couverture en dur, on va avoir le prix un peu plus élevé qu'avec une couverture souple. Donc bon, j'espère que ça ne va pas trop. Voilà, il y a ça. Et aussi par rapport aux droits d'auteur. Les droits d'auteur, en Espagne, parlaient d'un 10%. Moi, quand j'échange, j'ai une maison d'édition qui fait des traductions des auteurs espagnols contemporains. Et les droits d'auteur, même pour des auteurs assez importants, c'est extraordinaire pour eux. Normalement, ça devrait être la norme là-bas aussi, mais ils l'attendent jamais. Sauf les best-sellers, bien évidemment, qui demandent comme en France ce qu'ils veulent et ils l'ont. Mais pour l'auteur lambda, un 5% qui aujourd'hui en France n'est pas, entre guillemets, on va dire, c'est normal, pas bien considéré, là-bas, on négocie et ça passe tranquillement parce qu'ils vont être traduits à l'étranger, parce qu'ils vont avoir une visibilité. Voilà. Ce point est un point qui était mis en avant, excusez-moi, je l'interromps, qui a été mis en avant il n'y a pas très longtemps par Antonio Altarriba, justement, qui était celui de, même parfois il y avait pour lui, il y avait deux points dans le monde du livre et particulièrement dans le monde de la bande dessinée, parce que c'était le secteur qui l'intéresse particulièrement, qui est celui il y a deux points qui seraient à améliorer rapidement et fortement. C'est celui du droit d'auteur, effectivement des droits d'auteur, parce qu'un auteur de bande dessinée, du moment où il est publié, il se considère comme heureux, mais il ne vit pas. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est celui de la distribution et du réseau, justement. Il y en a des réseaux. Bon, même si, donc ce sont les deux principaux accès, justement, des principaux points à mettre en avant. Et ce sont des points qui, du coup, sont intégrés dans le fameux projet de loi qui a été soumis en octobre au Parlement espagnol. Donc il y a ces différents aspects. Si je peux en profiter. Du coup, il y a le statut de l'artiste, les conditions sociales et fiscales, que la bande dessinée soit présente. Il propose aussi de créer une journée de la bande dessinée en Espagne, de profiter du fait que l'Espagne soit pays invité à Francfort, à la foire de Francfort 2022, pour créer des programmes spécifiques de distribution et de présentation dans tous les domaines du livre, notamment de la bande dessinée également. Donc de faire un programme spécifique de la bande dessinée sur les foires, les marchés, les internationaux. Faire également un plan de promotion, de la lecture de la bande dessinée par la bibliothèque, par les libraires, etc. Donc promotion de la lecture, de faire un apprentissage
Iván García del Blanco, le député européen qui était là il n'y a pas très longtemps, il disait que souvent c'était le moyen d'accès à la lecture. Mon petit garçon, il commence par cela aussi en ce moment. Enfin, on n'a pas voulu mettre de bande dessinée, mais ça commence par la bande dessinée et il lit progressivement par ce biais-là, en fait. Donc, l'image, le rapport entre texte-image est très important. Donc, du coup, c'est pour ça que l'accent est mis sur ce rapport-là. Et une aide spécifique aux librairies spécialisées de bande dessinée. Promouvoir également la diffusion de la bande dessinée et du livre par le biais de l'Institut Cervantes. C'est un élément qui est fondamental, notamment pour le festival Viñetas, quand on l'a organisé. On a obtenu le soutien de l'Institut Cervantes, mais pas de soutien financier, parce que cela n'entrait plus dans les axes de promotion du livre de l'Institut Cervantes, localement en tout cas. Donc, localement. Donc du coup, il y a un va-et-vient, donc une non-reconnaissance. Une aide spécifique également dans l'égalité des genres, donc des auteurs. 30%, j'ai lu un article justement hier sur la publication des ouvrages. Les hommes publient davantage que les femmes, mais les femmes sont mieux vendues que les hommes en Espagne. Et dans le monde du livre, de la bande dessinée, pardon, c'est 30% d'autrices ou d'auteurs. Donc, pour reprendre l'Académie française, c'est auteureux. Donc, je reprends l'Académie française. Donc, essayer d'atteindre l'équilibre du secteur culturel. Et après, je parlais de l'utilisation de la bande dessinée comme secteur, comme outil pédagogique, etc. Donc voilà. Bon, on dépasse. Je suis désolé, j'ai dépassé un petit peu le cadre du prix unique du livre, mais pour moi, c'est un élément parmi d'autres pour atteindre un objet qui est celui de la culture générale et au final encore une fois, de créer des citoyens aptes à se défendre ou aptes à penser par eux-mêmes. Ce n'est pas évident, vu l'évolution des programmes scolaires ou les livres scolaires en France, ce n'est pas gagné en France en tout cas. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Voilà. Mais en Espagne, c'est un point qui est fondamental et c'est ancré dessus, comme il y a de nombreux points aussi qui parfois étonnent mes étudiants lorsque j'en parle quand on étudie le système éducatif espagnol, qui est très intéressant aussi, ne serait-ce que le travail, le bénévolat depuis tout petit, l'apprentissage du bénévolat, l'apprentissage en tout cas le rapport au handicap depuis très petit, depuis la maternelle, le rapport à l'autre, et voilà. Peut-être ce qu'on appelle ensuite en France, on aime bien voir par la convivialité, mais ce sont des éléments en fait qui sont intégrés très tôt par le biais de la culture, et le livre est un moyen parmi d'autres. Voilà. Donc vous voyez que le côté commercial n'est pas vraiment ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'on en fait en fait pour la société. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons revenir un peu sur les sujets des librairies. Donc, nous avons parlé des différences dans les habitudes des Français et des Espagnols concernant l'achat en librairie locale, l'achat en librairie des quartiers. Et donc, on peut dire qu'un des résultats de la loi Lang, c'est vraiment ce développement et ce maintien du réseau des librairies indépendantes en France. Et qu'est-ce que vous voyez un peu, quelle différence entre ces réseaux de librairies indépendantes en France et le poids de ce type de réseau en Espagne. En regardant un peu, en préparant cette table ronde, j'ai un peu regardé des chiffres et c'est vrai que des réseaux de librairies indépendantes en France ont des chiffres beaucoup plus parlants qu'en Espagne. Mais voilà, un peu si vous pouvez en dire un peu par rapport à ces réseaux en Espagne. Sur les réseaux, en fait, c'est peut-être pas aussi bien organisé. Je vais dire deux choses. Ouais. C'est peut-être pas aussi bien organisé qu'en France. J'ai l'impression que ça c'est une sensation, que les librairies indépendantes en France sont hyper bien organisées. Enfin, on le voit en Nouvelle-Aquitaine, mais on le voit ailleurs aussi. Il y a vraiment, peut-être grâce aussi au syndicat de la librairie française, il y a vraiment une vraie dynamique et puis des solutions aussi qui sont faites comme les bases de données interprofessionnelles comme dit l'ICOM avec les éditeurs et les fournisseurs. Ça n'existe pas trop en Espagne, enfin, dans ce que je vois. Je ne suis pas un expert non plus, mais en revanche, il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas organisés. Alors déjà, il y a quand même des réseaux importants, parce qu'il y a beaucoup de librairies indépendantes en Espagne.
grâce au prix fixe du livre, hein, ça c'est mes collègues de l'autre côté de la frontière me disaient ça, hein, s'il y a autant de librairies indépendantes en Espagne, c'est que c'est le prix unique qui fait ça. Hein. Et l'habitude peut-être de consommer localement, mais le prix unique. Et en fait, il y a les librerias L, qui sont plus d'une centaine. Alors, c'est pas un groupe elles ont ce logo L, mais elles sont chacune différentes, quoi. Chacune a sa identité particulière. Il y a aussi les librerias Troa. Il y en a une douzaine seulement. Mais elles aussi, elles sont indépendantes chacune d'entre elles, mais elles ont ce logo Troa. Il y a les librairies Abacus, qui sont de Catalogne, donc, qui est une coopérative catalane. Il y a une cinquantaine de librairies qui sont donc entre elles organisées. Il y a le réseau aussi Elcar, il y en a moins, 19, mais des grosses librairies, surtout en Pays Basque, que ce soit Euskadi et Navarre. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, mais là, ce n'est pas des librairies indépendantes, c'est la Casa del Libro, c'est Planeta en fait. Il y a une cinquantaine de librairies, et puis bien sûr, Eroski, Carrefour, qui ont chacune leur alors c'est une concurrence, parce que là, elles ne sont plus indépendantes, c'est des grands groupes derrière, mais il y a quand même une organisation entre elles, enfin, une vraie dynamique des librairies indépendantes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve l'exemple de Todos tus Libros, qui quand même prend de l'ampleur dans un pays où on n'a pas beaucoup critiqué Amazon comme on l'a fait en France, parce que à la limite c'était presque comme c'est la destinée. Amazon arrive et on ne peut rien y faire. Et il n'y avait pas ce débat, cette réaction en France qui dénonce la concurrence déloyale, pas les mêmes règles fiscales, tout ça. Moi j'ai moins entendu, hein, après je ne lis pas tous les jours la presse de là-bas, mais régulièrement, et j'ai moins entendu ça. Mais bon, il y a cette initiative Todos tus Libros, qui sont en fait un site internet entre les différentes librairies indépendantes et qui est en train de prendre de l'ampleur. Enfin, Voilà, surtout, je pense, je me permets de rajouter, surtout après la pandémie, ça a été très organisé et très soutenu aussi par le gouvernement espagnol, cette plateforme todostuslibros.com, pour que les librairies indépendantes puissent bénéficier de ces commerces en ligne et s'organiser sous cette plateforme très accompagnée par les institutions publiques aussi. Peut-être par rapport à Amazon, ce que tu dis, parce que c'est une question aussi historique en Espagne. Tout ce qui venait d'ailleurs, surtout des États-Unis, était bien. Et tout ce qu'on faisait en Espagne, c'était pas bien. Et du coup, il fallait faire. Donc, du coup, quand Amazon est arrivé, je pense que c'est comme les restes, en fait, comme les films américains, comme les auteurs américains, les livres. Enfin, il y a aussi ça, c'est pas juste, c'est pas des questions. Je pense que pour l'Espagnol lambda qui achète quelque chose, il n'y a pas une notion de fiscalité ou même pas d'habitude en fait. C'est qu'Amazon il vient, comme les films américains sont arrivés, comme Bruce Springsteen était arrivé à l'époque. Enfin, vous voyez, c'est plus oui, c'est ce qui s'est fait en Espagne. Et là, ça, je pense que c'est en train d'échanger dans tous les domaines. Parce que la culture, ça a été différent avec les années 80. Les années 80, ça a été une explosion autant dans la culture littéraire que cinématographique, musicale, mais on avait aussi les États-Unis qui étaient là. Et enfin voilà, je pense que c'est aussi une question historique des ressentiments. On était les parents pauvres de tout le monde en fait. C'est un sentiment que l'on Non, oui. C'est d'ailleurs pour ça que le Festival Viñetas a été créé, parce que de nombreux auteurs et de nombreux illustrateurs, scénaristes espagnols très connus, Juanjo Guarnido, Juan Díaz Canales, si je prends Rubén Pellejero et Juan Díaz Canales, ce sont les auteurs actuels qui ont repris le flambeau de Hugo Pratt et qui dessinent Corto Maltese. Donc ce sont deux Espagnols qui dessinent. Lorsque Disney a fait ses dessins animés dans les années 90 par exemple, derrière vous avez toute une flopée également de dessinateurs espagnols et de bons dessinateurs espagnols. À l'heure actuelle, l'une des dessinatrices
phare de Spider-Man de chez Marvel, c'est une Espagnole de Barcelone. Donc, et les avantages des outils numériques sont, l'avantage principal est qu'ils restent en Espagne et qu'ils ne voyagent plus. Donc du coup, ils travaillent pour Marvel à distance. Ils travaillent pour Marvel. Et Barcelone, du coup, la Catalogne, là j'ai retrouvé des chiffres. Par exemple, la Catalogne, c'est 80% de la production de bande dessinée en Espagne. Voilà, donc 90% des ouvrages. Madrid, c'est 7%. Voilà. Donc c'est pour que vous voyez un petit peu où se situe, comment se situe un petit peu le rapport en bande dessinée. Et donc c'est pour cela que le Festival Viñetas a été fait. C'est que de nombreux auteurs, du coup, avaient besoin de passer par le marché français. Ils n'en ont plus besoin. Ils devaient passer par le marché franco-belge. Donc beaucoup, par exemple, Ana Miralles. Si je prends les pionniers, par exemple, Miguel Ancho Prado, Ana Miralles, par exemple, qui était venue également. Ana Miralles, elle travaillait avec Dufaux, elle travaillait sur des grandes séries Jean, etc. Mais c'était les pionniers. La pionnière, il y en avait deux en fait, Teresa Valero et elle, les pionniers qui ont semé les graines. Et il y a toute une série de jeunes à l'heure actuelle, de talentueux, d'un énorme talent en Espagne de production en bande dessinée, qui ne sont pas, comme ils ne se sont pas baignés, eux, dans la culture franco-belge, ils s'inspirent de la culture franco-belge, des mangas, des comics américains, et du coup ça fait un espèce de pot-pourri, une richesse, il y a une sensibilité, il y a vraiment de la poésie chez certains qui est vraiment assez impressionnant. Donc du coup il y a toujours eu un rapport, une espèce de complexe d'infériorité que les jeunes d'à l'heure actuelle ne l'ont plus du tout. Alors là, je peux vous dire, ils n'ont plus du tout chez les créateurs, et l'Union européenne aussi a servi de point d'ancrage pour qu'il y ait une uniformisation et un regard qui s'est détourné progressivement et qui n'est plus, même si dans de nombreux secteurs culturels, l'Espagne reste la porte d'entrée des États-Unis et du monde anglo-saxon en règle générale pour de nombreux points, c'est en train de s'atténuer parce que l'Espagne est un élément majeur de l'Union européenne et en ce sens travaille d'égal à égal sur de nombreux points avec la France, avec l'Allemagne. Et donc du coup, il y a une réorientation et il y a un besoin aussi du coup de s'inspirer de ce qui fait en Europe. Et du coup, c'était l'objectif premier de l'Erasmus, c'était de créer finalement des citoyens européens. Et dans les mentalités, du coup, on arrive à avoir des hommes politiques à l'heure actuelle, et je me limite à l'éducation et au culturel, mais qui ont un sentiment d'appartenance européenne. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça, on le voit dans ces projets de loi qui sont en train d'apparaître, on le voit dans le rôle qu'ils veulent jouer au sein de l'Union européenne, c'est la Commission européenne, et ça c'est très intéressant. Et en ce sens, c'était intéressant de faire venir du coup un député européen, un représentant de ces jeunes dynamiques qui essayent de faire changer les choses en Espagne pour une reconnaissance du monde de la culture, du livre, etc. Donc en ce sens, c'était très intéressant. Mais oui, effectivement, il y a une bascule progressive. Et une prise de conscience en fait, parce qu'il y a beaucoup de créativité, en Espagne, on a toujours pu parler de tout en passant par l'humour. On a toujours tout critiqué, que ce soit l'Église, les rois, tout le monde y passe. Et par exemple, des sujets comme les violences faites aux femmes, alors qu'en France, on n'en parlait même pas. En Espagne, ça faisait déjà 8 ans ou 10 ans qu'on commençait à en parler, à faire des choses. Je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience et qui passe par la culture et qui s'exprime par la culture, que ce soit écrite ou audio ou visuelle, de cette conscience des richesses, comme tu disais, des secteurs culturels. En fait, maintenant, on commence à dire, peut-être que nous aussi, on peut faire, et puis de toute façon, on s'en fout, on fait. Moi, c'est ce que je ressens. Très bien. Et donc là, je voulais profiter de la présence des pays aussi pour parler de ces cas un peu spéciaux, de ces librairies Elcar, librairie maison d'édition, est un peu comme tu disais avant, c'est un cas un peu spécial. Et donc vous êtes le gérant d'Elcar à Bayonne, mais c'est un groupe d'Euskadi, on va dire, et avec des librairies un peu partout dans le territoire. Et donc quelle différence vous voyez au niveau de l'implantation d'Elcar à Bayonne et avec les librairies en Euskadi et Navarre, et concernant un peu la vente des livres, le public, et un peu ces côtés transfrontaliers de la librairie Elcar.
Ouais, il y aurait beaucoup à dire. En fait, déjà, en 2 mots, Elcar s'est créé à Bayonne en 72, donc bientôt 50 ans. Et après, c'est créé après la mort de Franco en 76 à Donosti, enfin, c'est Sébastien. Et après, voilà, c'est vrai que là-bas, ça s'est beaucoup développé, quoi. Et alors, tout à l'heure, je disais que c'était atypique parce que c'est pas un groupe au sens capitalistique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire, puisque la priorité, l'objectif premier du groupe Elcar, c'est développer la littérature en langue basque, que ce soit pour les adultes que pour la jeunesse. Et en fait, comme c'est des petits marchés, que c'est souvent pas très rentable, mais les bénéfices, s'il y en a, il faut qu'ils soient réinvestis à 100% dans ces projets éditoriaux. Donc on a monté au fil des années toute une structure. Alors, on a un imprimeur, on a 19 librairies, on a 4 maisons d'édition, on a le plus gros distributeur de livres en Espagne. Donc on est présent partout, en Andalousie, en Catalogne. Enfin, et en fait, grâce à cette taille du groupe, parce qu'on est 450 salariés, il y a des bénéfices qui sont dégagés et ça permet de prendre des risques au niveau éditorial et éditer des choses en langue basque qui ne sont pas toujours financées par le marché. Voilà, ça c'est pour dire pourquoi on est atypique, quoi. Après, la différence entre Bayonne et Donosti, elle est abyssale. Alors, en même temps, il y a une philosophie commune. On travaille ensemble. Moi, je suis souvent là-bas. Et en fait, on essaie de travailler ensemble dans la même logique. On défend. C'est souvent, on réfléchit pas en fait avec la frontière. On réfléchit. Des fois, on fait un livre. Des fois, on se dit tiens, mais on va le vendre à Bilbao plus qu'à Bayonne. Et on réfléchit pas. On met pas la frontière dans nos livres, quoi. Voilà. En tout cas, quand ils sont édités en langue basque, bien sûr. En français ou en espagnol, c'est différent, mais quand ils sont en basque, voilà, on réfléchit sur tout le territoire de la langue basque. Ça, c'est sûr, c'est une philosophie commune, c'est des principes communs. Après, voilà, après, là-bas, c'est une langue qui est officielle. Je parle de la langue basque, bien sûr. Et puis, au niveau des besoins et du nombre de lecteurs qui est beaucoup plus important. Donc, on n'est pas dans la même cour, quoi. On a beaucoup de mal, nous, à éditer des livres jeunesse en langue basque parce qu'il y a un tout petit marché et que ça coûte cher de faire des jolis livres pour la jeunesse. Là-bas, il y a moins de problèmes là-dessus, quoi. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans la même... On est dans le même groupe, on a la même philosophie, mais on n'est pas toujours dans la même logique économique, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler, nous, du côté de se tourner vers la France. Et ça, Patrick, comme l'avait dit il y a quelques années, m'avait ouvert un peu les yeux à ce niveau-là. Je le remercie. C'est vrai qu'on était un peu trop liés dans notre logique basco-basque, entre guillemets. Mais voilà, on est on est une philosophie commune, une langue commune, hein, puisqu'on fonctionne en basque au sein de l'entreprise, mais des fois 2 réalités très différentes. Tout à fait. Et c'est là aussi où je voulais arriver, cette littérature en langue régionale, on peut dire. Donc, évidemment, on est dans... Et c'est aussi... voilà, c'est aussi une des spécificités de cette table ronde. On est entre 2 pays complètement différents au niveau politico-administratif et surtout au niveau linguistique, donc au niveau culturel, au niveau linguistique. Donc, sachant que voilà, en Espagne, nous avons des langues officielles, des langues régionales qui sont officielles et qu'en France, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pourriez me dire un peu par rapport à la possibilité de pouvoir éditer ou distribuer des livres en langue régionale en France et les différences que vous voyez avec l'Euskadi ou l'édition en langue régionale en Espagne? Pour moi, il y a une grosse différence, c'est que au Pays Basque Sud, je parle du Pays Basque Sud, je ne connais pas bien la Catalogne ou la Galicia, mais le commerce du livre en langue basque peut être rentable, on va dire. Voilà. C'est ça que je vois. C'est pas un gros marché, mais c'est un marché quand même conséquent qui peut fonctionner de manière rentable, quoi. Au Pays Basque Nord, donc côté français, de l'État français, c'est un peu plus compliqué. Nous, on a surfé beaucoup sur la musique basque pendant 20 ans, 25 ans, même plus que 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que j'y suis, mais je voyais ça. Voilà, on gagnait beaucoup d'argent avec la musique basque, qui n'avait pas de frontières linguistiques comme peut avoir le livre en langue basque, puisque les gens écoutaient du rock basque ou de la musique traditionnelle basque
sans trop de difficultés. Et donc, on arrivait à en vendre beaucoup, même en Béarn, même dans les Landes. Voilà. Et ça nous permettait de distribuer le livre basque assez facilement. Aujourd'hui, que la musique, le marché de la musique a disparu, ou presque, mais distribuer du livre en langue basque au Pays basque de France, c'est compliqué. Voilà, et on n'a pas forcément de produits autres pour nous aider à rentabiliser, parce que c'est des petites rotations, c'est des petites ventes, voilà, donc c'est complexe, quoi. C'est très complexe. En Espagne, donc il y a les 3 langues co-officielles, donc le catalan, le galicien et le basque. Du coup, les communautés autonomes ont des pouvoirs plus importants. Ils sont plus importants qu'en France en termes d'éducation. Enfin, les transferts de compétences qui ont été effectués depuis la Constitution 1978, d'abord aux communautés autonomes historiques, donc le Pays basque, la Catalogne et la Galice. À l'heure actuelle, vous savez peut-être que l'asturien et l'aragonais sont en train de se mouvoir pour qu'une reconnaissance aussi, en tout cas la lingua asturiana par exemple. Donc, il y aura peut-être d'autres langues officielles. Tout cela pour dire que les régions sont suffisamment fortes, et sans entrer ensuite dans des aspects politiques, mais dans les aspects politiques, je veux dire, pour moi, de bas étage, qui sont celles de confrontation linguistique, mais les communautés autonomes favorisent en règle générale fortement la publication d'ouvrages sur la communauté autonome, ce qui peut paraître normal, en langue régionale. Par exemple, si je prends Astiberri, l'éditeur de bande dessinée, ben vous avez forcément, par exemple, si je prends Ana Miralles, justement, Waluk, les derniers ouvrages sont publiés en castillan ou en espagnol et en basque, de manière systématique. Et c'est pareil, c'est aussi pareil en Catalogne, lorsque cela est faisable. Souvent, la question politique prime sur la question de rentabilité commerciale, justement, lorsque la communauté autonome est derrière, donc appuie. Donc là, c'est un risque. Mais après, cela se traduit aussi dans toutes les autres communautés autonomes. Je veux dire que l'Extrémadure va mettre l'accent sur tel aspect, l'Andalousie sur tel autre aspect. Donc, je veux dire, ce n'est pas totalement... c'est pas une question uniquement de linguistique, mais dans ce cas, puisqu'on parle de publication, et si je reviens à la bande dessinée, donc ça me fait rire parce que je vois, mais en castillan, donc vous avez 94, en catalan, vous avez 4% de publications en catalan de bande dessinée dans toute la production en Espagne, en galicien 0,87%, en euskera 0,82% et autres, donc vous avez des ouvrages en asturien, en aragonais, etc. Donc vous avez ces 0,17%. Donc la production est faible, mais comme le disait Peyo, il y a un public qui est là. En Espagne, le public est beaucoup plus sensible aussi, la diffusion basque par exemple, donc il y aura davantage de marché. Mais parfois, la question de marché est abandonnée au profit de la question politique aussi, ce qui est tout à fait normal aussi. Enfin, je veux dire, à un certain moment, il y a aussi la langue régionale, et donc on met l'accent sur la défense, enfin pas la défense, mais en tout cas la promotion de la langue régionale. Voilà. Et donc, cette question linguistique, on peut dire aussi, comme vous avez dit, Peyo, comme quoi la littérature en basque, côté Pays basque espagnol, on peut dire, et elle est très soutenue, elle devient rentable, on peut dire. Donc, est-ce que pour que cette littérature en basque ou en langue basque ou produit en Pays basque soit rentable aussi côté français, est-ce que cette coopération transfrontalière, cette coopération euro-régionale est nécessaire? Oui, mais déjà, elle existe aussi, parce que je rappelle que l'OPLB, l'Office public de la langue basque, qui nous aide à éditer des livres en langue basque, les fonds qui sont utilisés pour ces aides viennent aussi de Euskadi. Donc ça, il faut le reconnaître. Et en fait, oui, si la force publique ne met pas la main à la poche là-dessus, je crois que c'est très compliqué de faire vivre une langue qui est minorisée, même dans son... Parce que, à part quelques villages en Guipuscoa, où on va parler en basque tout le temps, partout... c'est des langues quand même qui sont officielles mais qui sont minorisées, et donc la pratique et la lecture est plus compliquée. Donc c'est au Pays basque, en tout cas de France, c'est sûr, enfin au Pays basque Nord, c'est sûr que sans l'argent public, on ne pourrait pas faire grand-chose, quoi. Franchement,
Et le transfrontalier nous aide beaucoup là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est grâce au Pays Basque Sud qu'on a plein de livres en langue basque pour la jeunesse, pour les adultes aussi. Mais voilà, on n'aurait jamais eu Harry Potter en basque si le gouvernement basque n'avait pas aidé les éditeurs d'Espagne de le faire, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais pour nous c'est évident, quoi. Ça passe par le transfrontalier et ça passe par la force publique, quoi. Et c'est pareil pour la Catalogne, du coup, Catalonia Nord Oui. et l'Andorre. L'Andorre aussi finance beaucoup aussi de publications en catalan, en Catalogne aussi. Donc ça joue aussi, effectivement, cette partie transfrontalière. Très bien. Et changeons un peu le sujet et vers l'organisation, on peut dire, voilà, des acteurs professionnels de part et d'autre de la frontière, au niveau des associations d'éditeurs, des syndicats, etc. Et comment vous voyez ou comment ces acteurs pro sont-ils organisés en Espagne? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec la France? Moi, ce que je sais, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gremios, ce qu'ils appellent ça les gremios. Je crois que ça correspond à syndicat, association. Enfin, le mot gremios vient tout le temps. Il y a beaucoup de gremios au niveau État espagnol, mais aussi communauté autonome. Des fois, c'est entre éditeurs, des fois, c'est entre libraires, des fois, c'est ensemble éditeurs, libraires, également imprimeurs. Enfin, il y a un peu de tout. Je crois que sur Euskadi, il y a une association qui réunit tout le monde. Donc il y a beaucoup de gremios, je ne sais pas comment on le dit en français. En fait, c'est une corporation. La traduction, c'est la corporation professionnelle. Ah, voilà. C'est la corporation professionnelle. Merci pour la... En fait, je pense qu'il y a à distinguer la sectorielle, qui est le secteur industriel, et le gremio, qui est l'association ensuite qui peut défendre et en ce sens-là réunir différents acteurs, par exemple l'éditeur, l'artiste et l'imprimeur, par exemple. Il y a ces possibilités-là. Mais c'est une association, effectivement, plus qu'un secteur industriel, dans ce cas-là. Et c'est dans le cas des secteurs qui sont en train de définir davantage, en fait, de se définir, de se réunir davantage. D'accord. Donc, je pense que Peyo, il doit partir dans 5 minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions par rapport à ce qu'on a discuté ensemble avant qu'il parte. Je pense qu'on est tous et toutes fatigués, déjà. Voilà, c'est le dernier. Non, s'il n'y a pas de questions. Oui, Patrick. Ah. Ah oui. Non. C'est la décentralisation espagnole. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je pense que, sauf si vous voulez rajouter une dernière phrase. Non, sur ce point-là, c'est là où on voit la différence entre des compétences régionales, entre l'Espagne, donc ce sont des communautés autonomes, vraiment, même si le système administratif est hérité du système français au XIXe siècle, mais c'est vraiment la communauté autonome. Et ici, on est des régions françaises et le degré d'autonomie et le degré de pouvoir dans les actions est totalement différent, radicalement différent. Pardon ? Oui. Sur le livre scolaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, sur le programme éducatif. Quand même, voilà, Voilà. c'est ça, c'est sur le programme parce que la compétence en éducation, elle est transférée aux communautés autonomes. Du coup, chaque communauté autonome va organiser le contenu. Voilà. Enfin, il y a quelques contenus généraux au niveau étatique, mais après, les communautés autonomes vont cadrer les Vous avez des langues, voilà, vous avez un tronc commun, des éléments qui sont communs. Des éléments qui sont communs à l'ensemble du Royaume d'Espagne. Et ensuite, vous avez une marge de décision pour d'autres éléments. Par exemple, si vous avez langue et culture, langue et histoire espagnole, à côté, vous avez langue. Après, ça se joue aussi au niveau des options. Voilà. Et des langues aussi, parce qu'il y a évidemment l'éducation
qui puisse se faire en basque, complètement en galicien, complètement en catalan, mix, etc. Donc c'est vraiment, il y a vraiment toute cette compétence revient aux communautés autonomes et du coup les livres scolaires aussi. Merci Peyo. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ah oui. En termes de passage culture française, culture espagnole, on est où? En termes d'éditeurs, d'auteurs espagnols publiés en France et inversement, est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'on a des données sur les collaborations? Est-ce qu'il y a des passages? Enfin, moi, je n'ai pas des données spécifiques, mais on doit pouvoir les trouver. Et par la période, comment ils s'appellent, les BIEF. Les BIEF, c'est les bureaux internationaux. Voilà. Après, souvent, les auteurs qui sont traduits, c'est des auteurs des grands groupes. En fait, il y a Planeta, enfin, toutes les Dolores Redondo, etc. Il n'y a pas, à part la Contralé, qui est une petite maison d'édition qui fait aussi des... alors, je ne sais pas si c'est tout à fait des traductions ou s'ils ont acheté le texte déjà traduit, mais enfin, voilà. Ça se passe surtout avec des agences, c'est de l'achat des droits. Donc, c'est les grosses maisons d'édition. Après, par rapport aux données, non, mais en fait, un auteur espagnol est un auteur. On peut acheter les droits comme pour les Anglais, les Américains, enfin, comme les Européens. Mais, moi, je fais très différemment des autres. Moi, en fait, alors, au moment où j'ai créé la maison d'édition, j'ai fait appel à mon réseau en Espagne et j'ai eu un manuscrit d'un livre qui n'avait pas été publié. Enfin, l'auteur avait déjà été publié, mais ce n'est pas ses manuscrits. Donc moi, je l'ai traduit, je l'ai publié. Après, j'ai Nando Lopez. Lui, c'est un troisième au prix Goncourt, l'équivalent, le premier Nadal en 2011. Et lui, je l'ai contacté directement, je lui ai expliqué le projet de la maison d'édition. Il a été convaincu et puis il m'a suivi. Donc j'ai pu publier 2 de ses ouvrages. Et après, le troisième, c'était un peu la même chose. J'ai lu les livres, c'est Maxime Huerta, ministre de la Culture, très rapide, mais voilà. Et oui, ça a été un éclair. Et ça a été la même chose, en fait. Je l'ai contacté, et après, pourtant, c'est Planeta. Mais moi, je suis rentrée par la porte des auteurs qui ont imposé les conditions à l'éditeur. Et puis après, là, les derniers que je vais publier, là, bientôt, à la fin de l'année, ça s'est fait par un achat des droits classiques, négocié. Voilà, mais c'est mon premier classique. Moi, je peux donner des informations, mais uniquement sur la BD. Je sais pas. Sur la BD. Et c'est uniquement pour l'année. Donc, je remonte à l'année 2019 uniquement. Donc, l'origine, les pays d'origine, des contenus de bande dessinée en Espagne en 2019. L'Amérique du Nord pour 43%. États-Unis, alors il y a 1628 ouvrages d'origine nord-américain, mais seulement 10 du Canada et le reste des États-Unis. Alors je dis Amérique du Nord, mais bon, je n'inclus pas le Mexique. L'Europe à 33%, 33,18 en fait. La France 258, 1250, voilà, donc l'Europe. L'Asie pour 23%, donc là c'est les mangas. Dans le secteur de la bande dessinée, c'est le manga en fait qui prend le dessus. Il y a de nombreux dessinateurs espagnols, donc ils essaient
de percer. Mais les jeunes, c'est le manga. Du coup, aussi, c'est intéressant parce que c'est comment le manga nourrit aussi les jeunes artistes actuels. Et ça, c'est intéressant aussi. L'Amérique latine, c'est 0,56%. 0,56%. Et après, il y a 8 ouvrages. Il n'y a pas de données, en fait. Voilà. 8 ouvrages. Voilà, grosso modo, c'est ça. Pour 2019. Donc 2019, c'est 3771 publications, donc de bandes dessinées. Et après, à diviser, comme je vous l'ai indiqué. Voilà. D'autres questions? Du coup, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas, Agnès ou Patrick, si vous voulez. Très bien. Nous allons pouvoir clôturer cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci.